Est-ce que dans votre vie, vous vous êtes déjà posé des questions existentielles? Je sais pas moi, d'où je viens, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi vous regardez cette vidéo? Il y a très longtemps, durant la Grèce antique, les Grecs ont inventé un mot pour regrouper l'ensemble de toutes ces questions et ils ont appelé ça la philosophie ou l'amour du savoir. Ce principe fondamental que l'on retrouve chez n'importe quel individu, parce que oui, un jour dans votre vie vous avez au moins une fois fait de la philosophie. Donc comme je vous l'ai dit, la politique durant la Grèce antique a été largement influencée par la philosophie. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps de découvrir l'organisation des deux plus grandes cités de l'époque. Je veux bien sûr parler de Sparte et d'Athènes, on commence à les connaître celles-là. Et dans un deuxième temps, on va plutôt se pencher sur l'origine même de la philosophie et son influence sur le monde antique et sur le monde actuel. Bon, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse profiter de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez profiter pleinement de la vidéo, je vous invite à aller faire un tour dans le sommaire qui se trouve dans la description. Sur ce, c'était le hibou pour vous servir. Allez, ciao! La société spartiate reposait sur l'austérité, l'autarcie et l'hostilité envers l'étranger. Elle était divisée en 3 classes: citoyens, périèques et ilotes. Les citoyens étaient appelés spartiates ou homoioi. Il s'agissait d'hommes et de femmes libres, essentiellement égaux en droit et en richesse, mais leur contribution à la vie politique était restreinte. Les périèques vivaient aux alentours de la cité, dans des régions tenues par Sparte. Ils cultivaient la terre et étaient essentiellement marchands et artisans. Ils faisaient aussi partie des forces armées et leurs terres constituaient la première ligne de défense en cas d'attaque. Les ilotes formaient la classe inférieure. Ils avaient perdu leur liberté et servaient la cité de Sparte en tant qu'esclaves. Les ilotes n'étaient pas considérés comme des gens, mais comme des biens, et n'avaient de ce fait aucun droit politique ou civil. Les ilotes représentaient la majorité de la population de Sparte. Selon Julius Pollux, ils étaient à mi-chemin entre la liberté et l'esclavage. 2 éléments différenciaient les ilotes des autres esclaves. Ils étaient autorisés à fonder leur propre famille et appartenaient à la cité de Sparte, pas à des particuliers. Dans la mesure où ils étaient des biens publics, les ilotes ne pouvaient être vendus comme des marchandises. Ils s'occupaient essentiellement de cultiver les champs, mais combattaient aussi aux côtés des Spartiates. Si l'essentiel du fruit de leur labeur revenait à la cité, ils en gardaient néanmoins une bonne partie. Ceci permettait à certains ilotes de gagner assez d'argent pour acheter leur liberté. De même, un ilote servant suffisamment bien l'État au combat pouvait se voir accorder des droits civils. La fondation de Sparte remonte au IXe siècle avant l'ère commune. On ignore beaucoup de choses sur la cité, mais on sait qu'elle se trouvait en Laconia ou Laconie. Au fil du temps, Sparte commença à grignoter le territoire de la Messénie, ce qui conduisit à la guerre. Ce conflit rapporta à Sparte des terres, qui furent divisées entre citoyens et périèques. À la suite de la deuxième guerre de Messénie, entre -640 et -620, la population fut scindée en 3 groupes: homoioi, périèques et ilotes. Les ilotes de Laconie respectaient généralement l'autorité de Sparte et causaient peu de troubles. En revanche, ceux de Messénie s'opposaient à Sparte, même si les sources historiques ne confirment qu'une seule révolte intervenue en Messénie en 464 avant l'ère commune. Au 5e siècle avant notre ère, les ilotes ont joué un rôle important dans les forces armées, notamment durant la guerre du Péloponnèse. Ils servirent à terre comme hoplites et comme rameurs à bord des navires. Dans les 2 armes, ils fournirent à Sparte un avantage numérique important. On comptait en effet 7 ilotes pour 1 Spartiate prenant part au combat. Si beaucoup de sources antiques évoquent des relations difficiles entre Spartiates et ilotes, ces derniers étaient mieux traités en temps de guerre. Par exemple, lorsque 300 ilotes et 120 Spartiates d'élite furent isolés par Athènes lors de la bataille de Sphactérie en 425 avant l'ère commune, ces Spartiates promirent aux ilotes la liberté s'ils se battaient bien.
De même, vers la même époque, le général spartiate Brasidas mena bataille en compagnie de 700 ilotes. Impressionnés par leur courage et leur loyauté, Brasidas leur accorda la liberté et leur permit d'acquérir le statut de périèques. Les périèques formaient une autre partie de la population spartiate. Ils ne vivaient pas dans la cité elle-même, mais aux alentours. Les périèques ne se sont jamais montrés hostiles envers les Spartiates. En réalité, ces deux groupes partageaient l'appellation de Lacédémoniens. Les villes périèques disposaient de leur autonomie et de leur propre sanctuaire, mais demeuraient liées à Sparte. Elles étaient autorisées à adopter leurs propres lois et à développer leur économie, mais n'atteignirent jamais une prospérité proche de celle de l'État spartiate. La politique spartiate se distinguait de celle du reste de la Grèce. L'un de ses traits les plus caractéristiques était la présence de deux rois. Ils appartenaient à deux dynasties différentes, les Eurypontides et les Agiades, qui auraient toutes deux eu Héraclès pour ancêtre. Les pouvoirs des deux rois étaient égaux, et les différends entre eux nécessitaient l'intervention de magistrats spéciaux appelés éphores. Cependant, si l'un des deux rois était plus charismatique ou expérimenté, il pouvait influer sur les choix de l'autre roi. Les rois de Sparte avaient diverses tâches et responsabilités. Magistrats à vie, ils étaient aussi prêtres et stratèges, et leurs attributions étaient très larges, allant de la politique à la justice. À l'origine, les deux rois dirigeaient les campagnes militaires. Cependant, à partir de -507, il fut acté qu'un seul des deux rois pouvait être commandant en chef. Sur le terrain, les rois étaient accompagnés d'une garde composée de 300 soldats d'élite. Mais la vie d'un roi ne se limitait pas au travail et au combat. Il jouissait aussi de privilèges spéciaux. Les rois de Sparte étaient entretenus par la cité, possédaient des domaines royaux dans les villes périèques voisines, et l'essentiel du butin des guerres leur revenait. À leur mort, ils recevaient des funérailles d'honneur, et la population devait respecter un deuil de 10 jours. Les rois de Sparte étaient détenteurs de nombreux honneurs religieux. Ils étaient en charge des sacrifices aussi bien lors des campagnes militaires que dans la cité. Ils recevaient une double portion de viande lors des repas en commun et étaient aussi les premiers à procéder aux libations. Ils se livraient personnellement à des sacrifices publics en tant que prêtres, ce qui rappelait à leur sujet le lien divin qui les reliait à Héraclès et à Zeus. Les éphores, littéralement surveillants, au nombre de 5, étaient des magistrats élus. Ils étaient choisis parmi les citoyens spartiates âgés d'au moins 30 ans et se voyaient confier un mandat d'1 an non renouvelable. Les éphores occupaient une place importante dans l'administration de la ville. Ils étaient considérés comme les éléments les plus démocratiques du système politique. Ils possédaient des pouvoirs judiciaires et dépêchaient les forces armées spartiates lors des conflits. Ils rencontraient les représentants d'autres États, négociaient avec eux et supervisaient l'agogé, le système éducatif de Sparte. Bien que moins puissants que les deux rois, les éphores comptaient beaucoup dans la vie de la cité de Sparte. La Gérousie était le conseil des anciens de Sparte. Le conseil au sens strict était composé de 28 hommes âgés appelés gérontes, s'y ajoutaient les deux rois. Les gérontes étaient des citoyens spartiates de plus de 60 ans, âge de la fin des obligations militaires. Ils étaient élus à vie par l'Assemblée spartiate. La Gérousie, comme la boulée athénienne, était compétente en matière législative et financière. Elle pouvait transmettre des projets de loi et des motions à l'Assemblée, mais disposait aussi d'un veto vis-à-vis des décisions de l'Assemblée. Afin que ce droit de veto ne devienne pas trop invasif, on mit en place les éphores pour surveiller la Gérousie et assurer l'équilibre des pouvoirs. Ceci permit à Sparte d'introduire davantage d'équité dans son système politique. L'Assemblée spartiate, ou Apella, était composée de citoyens spartiates âgés de plus de 30 ans. Son lieu de réunion exact demeure inconnu, mais elle était présidée par un membre spécifique des éphores, dit éponyme. Le pouvoir de l'Apella était limité, car chacune de ses décisions pouvait se voir opposer le veto de la Gérousie. Mais grâce au travail des éphores,
elle conservait un rôle important dans la société spartiate. L'Apella était compétente, entre autres, en matière d'affaires étrangères, de déclaration de guerre et de négociation de paix. Elle élisait aussi les éphores et les 28 gérontes de la Gérousie. Elle pouvait accorder des droits politiques à des étrangers et en priver des citoyens spartiates. Si on dispose de très nombreuses sources à propos des fonctions de l'Assemblée athénienne, on ignore les détails exacts des méthodes de prise de décision de l'Apella. L'Assemblée athénienne était appelée l'Ecclésia. Elle se réunissait sur la Pnyx 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures. Ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. Les citoyens, tous de sexe masculin, pouvaient directement prendre part au processus démocratique. Ceux qui étaient âgés d'au moins 20 ans avaient le droit de parler et de voter. Et ceux qui avaient plus de 30 ans pouvaient être élus au poste de magistrat. Athènes, à l'époque classique, comptait quelques 30 000 citoyens. Pour proposer et adopter des textes, il fallait que 6 000 d'entre eux soient présents. Les citoyens venaient des 10 districts de l'Attique pour assister aux réunions de l'Église. Chaque réunion était présidée par un conseil, les Prytanes. Lors de la réunion, les citoyens faisaient des discours depuis la plateforme de la Pnyx à propos des questions auxquelles était confrontée la cité. Ensuite, les citoyens présents participaient à un vote à main levée. L'Ecclésia prenait des décisions importantes à propos de sujets comme les importations de grains, les dépenses de la cité et les déclarations de guerre. Si les citoyens ne pouvaient pas promulguer directement les lois, ils participaient à la nomination des législateurs d'Athènes, ce qui leur conférait un rôle important dans le fonctionnement quotidien de la cité. Si certains citoyens ne faisaient que participer aux séances de l'Ecclésia, d'autres pouvaient s'impliquer davantage dans le jeu démocratique en tant que magistrats. Les magistrats étaient élus parmi les citoyens athéniens âgés de plus. Il s'agissait souvent d'excellents orateurs et d'hommes politiques charismatiques. Ils avaient plus d'influence sur les décisions importantes que le citoyen ordinaire. L'un des magistrats les plus célèbres fut Périclès, si apprécié qu'il conserva son poste 15 ans durant. En théorie, chaque citoyen athénien de plus de 20 ans avait le droit de participer à l'Assemblée. Mais certains vivaient loin de la ville et d'autres ne pouvaient pas se permettre de manquer une journée de travail pour assister aux séances. Pour ces raisons, la cité créa au 5e siècle avant l'ère commune une indemnité spéciale appelée mistos ecclesiasticos, destinée à encourager la participation. Elle s'élevait initialement à 2 oboles, mais Cléon la porta à 3 oboles. Athènes introduisit plusieurs nouveautés qui eurent un retentissement majeur, notamment dans le domaine du théâtre, de l'architecture et de la philosophie. Mais son plus grand apport fut sans conteste le gouvernement démocratique, régime qui introduisait la notion de cité dirigée par ses habitants. Intervenue en -508, la décision d'adopter la démocratie en tant que forme de gouvernement modela la civilisation de l'époque et continue de nous influencer. La philosophie vient du mot grec philosophia, ou amour de la sagesse. Cette notion était en opposition directe avec celle de philokrématia, l'amour de l'argent, et de philotimia, l'amour de l'honneur. Pendant la seconde moitié du 5e siècle avant l'ère commune, Athènes était la capitale grecque de la philosophie. Avec l'essor de la démocratie est apparu un vaste besoin d'éducation, dépassant le savoir élémentaire. Les citoyens athéniens devaient être en mesure de prendre part aux diverses fonctions de l'État démocratique, comme les postes électifs, la proposition de textes de loi, la participation aux décisions militaires ou la simple défense de leurs droits. Initialement, Athènes ne disposait d'aucun bâtiment consacré à l'éducation supérieure. Les sophistes et philosophes enseignaient dans les demeures privées ou dans des lieux publics tels que le théâtre. Afin de recruter des élèves pour de longs cursus,
il tenait aussi des classes dans les gymnases où les jeunes Athéniens pratiquaient la culture physique. Le Cynosarge était un sanctuaire dédié à Héraclès, situé dans le faubourg sud d'Athènes. Au début du IVe siècle avant l'ère commune, Antisthène utilisa ce sanctuaire comme lieu d'enseignement pour son école de philosophie appelée à juste titre Cynique. Tout citoyen libre était autorisé à prendre part au processus démocratique athénien. Cependant, pour qui souhaitait influer sur la politique, mieux valait maîtriser les talents d'orateur et la rhétorique. C'est pourquoi de nombreux sophistes enseignaient la logique, le raisonnement et l'éloquence. Ces disciplines devaient aider leurs élèves à atteindre l'arrêté ou excellence. Cette notion d'excellence était souvent mise en question, en particulier par d'autres philosophes. Ainsi, Platon, Socrate et Isocrate privilégiaient une approche morale et avançaient que la rhétorique avait le devoir de servir l'intérêt général. Socrate et Platon allaient encore plus loin, en déclarant que la philosophie et la sagesse n'étaient pas seulement des outils, mais aussi des vertus éthiques. La philosophie de la Grèce antique était multidisciplinaire. Outre la sagesse et la logique, les philosophes enseignaient les mathématiques, la géométrie, la théorie musicale et même la médecine. Par exemple, le philosophe Prodicos rédigea un traité intitulé « De la nature de l'homme », où il détaillait plusieurs explications de la physiologie humaine. L'influence de la philosophie fut assez importante pour affecter la médecine. Les médecins hippocratiques étaient connus pour intégrer des notions philosophiques à leur travail, et le traité des airs semble avoir été influencé par des théories présocratiques sur l'air, principe premier de l'univers. Le célèbre philosophe Socrate eut des relations ambiguës avec les sophistes. Dans les dialogues de Platon, Socrate est présenté en constante opposition avec les grands sophistes de son époque. Mais Les Nuées, comédie d'Aristophane, dépeint Socrate comme un sophiste réclamant en permanence d'être payé pour ses enseignements. Socrate était en réalité très pauvre, et enseigner ne lui a jamais rapporté d'argent. Il différait aussi des sophistes par le fait que ceux-ci n'enseignaient qu'aux jeunes aristocrates, alors que Socrate avait des élèves de toutes conditions. Malheureusement, ses idées ainsi que ses pratiques controversées ne convenaient guère à Athènes, et il fut jugé pour impiété. La philosophie était moins une collection d'idées qu'un mode de vie. Selon le philosophe Pierre Hadot, ses prédécesseurs antiques avaient un régime quotidien d'exercice spirituel pour combattre leurs passions, leurs doutes et leurs illusions. Ces exercices comprenaient des méditations sur la mort, la contemplation de la nature ou des discussions avec un ami ou mentor. Les philosophes suivaient des codes vestimentaires et des régimes alimentaires spécifiques. Ils faisaient aussi partie d'une communauté de maîtres et d'élèves. Ces communautés se créaient et se renforçaient dans des écoles. Platon fonda une école de ce type au début du IVe siècle avant l'ère commune, lorsqu'il acheta une propriété dans un bois tout près d'Athènes. Cette école visait à faire de ses élèves des citoyens philosophes, capables à terme de diriger la cité de manière juste et mesurée. Elle suivait ses propres règles et accueillait des disciples masculins et féminins.